Un candidat, un projet, dernier acte. Ils sont 8, vous le savez, à la course au fauteuil présidentiel dans le cadre de l'élection du 12 avril 2025. Ils sont donc invités sur ce plateau pour vous présenter leur vision à travers leur projet, programme de société pour les 7 prochaines années, si jamais ils sont élus au soir du 12 avril 2027. Et ce, grâce à la HAC, la Haute Autorité de la Communication, via bien sûr la Commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne et aux chaînes partenaires. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous. Un candidat, un projet reçoit ce soir le docteur Stéphane Iloko Boussengi. Bonsoir, monsieur le candidat. Alors, les journalistes qui vont m'accompagner ce soir et qui vont vous poser les questions sur le pan politique, vous avez Stéphane Nguema de l'AGP, l'Agence gabonaise de presse. Vous avez une dame, Wivine Ovandam de Gabon Première. Elle interviendra sur les questions de société. Et puis, le volet économique, lui, sera assuré par Vibrian Aseko Olomo de Radio Gabon. Docteur Stéphane Iloko Boussengi, vous êtes donc né en 15 août 1961, vous êtes de nationalité gabonaise bien sûr, marié, père de famille, vous êtes Massango de langue vernaculaire, votre père se nomme Boussengi Mabila Richard, ancien combattant de la guerre d'Indochine, votre mère Boussoye ou Boussoye Boussoye. Voilà, Ibala Marie, elle est infirmière, accoucheuse, à la retraite. Alors, compétences et atouts, vous avez une maîtrise de l'art oratoire, connaissance approfondie des us et coutumes de la communauté Massango, leadership et gestion de projets multisectoriels. S'agissant de votre engagement politique, vous êtes ancien porte-parole du PDG, le Parti démocratique gabonais, actuellement président du large rassemblement Arc-en-Ciel. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous parlez le français et l'anglais. Langue vernaculaire, vous parlez le Tsogo et le Sango. Loisirs, vous faites du football, voyage et également de la lecture. Alors, en termes de formation académique, vous êtes donc de la faculté de médecine, Université des sciences de la santé au Gabon, faculté de médecine et de pharmacie Hassan II, Casablanca au Maroc, formation post-doctorale, chirurgie générale, surveillance épidémiologique, gestion de projet. S'agissant de votre parcours professionnel, vous êtes ancien inspecteur général de la santé, ancien conseiller du ministre de la Santé, ancien conseiller du DCP, expert en santé publique et en gestion de projets sanitaires. Alors, vous faites des affaires et dans l'entrepreneuriat également. Vous intervenez dans plusieurs secteurs à travers diverses entreprises, notamment l'hygiène publique et l'assainissement, prévoyance et assistance médicale, achat, négoce et courtage en assurance, TP, bâtiments et travaux publics. Vous avez fondé, sinon créé des sociétés ou dirigé également. On parle de RATO, de PAMG, de la centrale d'achat Genima Assurance, Genima BTP. Votre carrière sportive, vous êtes un ancien footballeur international gabonais. Vous avez été gardien de but notamment. Vous avez évolué dans des sélections de Langounier et de Logoué Maritime, dans différents clubs, l'AS de Mouila, l'USM, Union Sportive de la Police, l'US, Raponda et puis l'AS Sogara. C'est bien cela, monsieur le candidat. Alors, tout de suite, on va parler un tout petit peu de votre vision pour le Gabon. Vous êtes pour un Gabon prospère et conquérant. En quelques mots, déclinez aux Gabonais qui vous regardent votre vision avant de rentrer dans les différents pans avec mes confrères. Bien, d'abord merci. Et je suis très heureux de me retrouver dans ce bel édifice qui sert bien sûr de porte-voix à notre pays, tant sur le plan culturel, social, économique
environnementale. Votre maison, la Radio Gabon, ou la Radio Gabon, bien sûr, ou Gabon Première, est une fierté pour notre pays. Merci. Participer activement à cet événement de grande importance pour notre pays est quelque chose d'unique, de spécial. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je me permets de prendre la parole pour expliquer en quelques mots, et c'est ce que vous avez souhaité que je fasse, ce que j'entends par un Gabon conquérant et prospère. Notre pays, depuis son indépendance, a vécu, bien sûr, dans un modèle socio-culturel qui, malheureusement, ne lui a pas permis d'atteindre des sommets escomptés. Le peuple gabonais est toujours resté en deçà de ses potentialités, un pays riche, mais avec un taux de pauvreté assez élevé. Il faut donc pouvoir, à partir des élections qui vont avoir lieu le 12 décembre, il faut pouvoir donner à notre pays, le 12 avril, autant pour moi, il faut donc pouvoir donner à notre pays sa réelle dimension, être capable, bien sûr, de s'occuper de nos personnes âgées, être capable de s'occuper de notre jeunesse. Vous savez qu'elle représente 65% de notre population. Donc il faut, pour pouvoir le faire, il faut une économie dynamique et il faut donc un pays prospère et bien sûr aller au-delà de toutes les attentes de nos populations et donc oser prendre le risque d'aller le plus loin possible. Donc être conquérant, essayer d'obtenir des nouvelles parts de marché. Donc c'est important que le Gabon s'inscrive dans une dynamique de performance, dans une dynamique de vision plus élargie et conquérante pour le pays et dans l'Afrique, dans la sous-région. Vous savez que nous sommes 2 millions d'habitants et c'est un handicap pour le pays. Alors, à la place, il faut essayer d'être plus agressif, il faut aller plus loin et il faut imposer notre modèle. Et je pense que nous avons les moyens, à travers déjà les personnes qui sont là, les Gabonaises et les Gabonais, qui n'ont pas beaucoup de complexes à se faire vis-à-vis de leurs collègues de la sous-région. D'accord. Et justement, pour ce Gabon conquérant, Dr Stéphane Iloko, vous avez mis en place un programme qui tient compte de tous les pans que vous avez évoqués, notamment la politique, le premier axe que nous allons aborder ce soir, après la transition. Élection présidentielle du 12 avril 2025. La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage. 3 avril, Channing Zenaba Nyinga. 4 avril, Alain-Claude Bilibinze. 5 avril, Thierry Yvon Goma. 6 avril, Alain Simplice Bungwere. 7 avril, Axel Stoffen Ibinga Ibinga. 8 avril, Brice Clotaire Oligingema. 9 avril, Joseph Lapensée Essingol. 10 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengi. Et le 12 avril, la grande nuit électorale. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Un candidat, un projet. Si vous nous retrouvez seulement maintenant, nous sommes ce soir avec le docteur Stéphane Iloko Boussengi. Docteur, alors, dans votre programme, en grand 1, vous parlez de la gouvernance et les réformes politiques et vous partez d'un constat. Vous dites ceci, inadéquation entre l'existence au plan national d'un arsenal de textes légaux et réglementaires et leur inapplication ayant pour conséquence une gouvernance moins performante. Alors, que comptez-vous faire par rapport à ces textes? Mais, monsieur, vous faites bien de le relever. Nous avons certainement les meilleurs textes. Lorsque vous regardez ce qui, avant la transition, bien sûr, ce qui était mis au service de notre pays, aussi bien sur le plan législatif que réglementaire, vous vous rendez compte que ce n'est pas le véritable problème de notre pays. Le problème, c'est l'applicabilité de ces textes. Et donc, il faut des hommes capables de les appliquer. Il faut mettre l'homme au centre de notre problématique. Je vous assure que si nous avons des hommes qu'il faut,
des hommes bien formés, des hommes loyaux, des patriotes, vous verrez que le Gabon ne se portera pas si mal. C'est pour ça que nous estimons qu'il faut mettre, bien sûr, un accent particulier sur la formation intellectuelle, certes, mais aussi la formation tout court. Parce que nous avons perdu les repères. Aujourd'hui, le jeune Gabonais qui est parti du village n'arrive pas, bien sûr, à repartir pour non seulement faire ses initiations, mais en plus n'arrive pas à avoir des modèles. Nous avons aujourd'hui plus des enfants qui se jettent, qui se lancent bien sûr, dans la dépravation des mœurs. Nous voyons tout ce qui se passe dans les lycées. Nous voyons bien sûr ce qui se passe dans les églises, pour ne pas revenir dessus. Il y a quelque chose à faire pour notre pays. Et selon vous, justement, cette inapplicabilité ou inapplication, comme vous dites, serait liée à une formation qui n'est pas efficiente ou plutôt à des valeurs qui ne sont pas, comment dire, conquises par ceux chargés d'appliquer ces textes? Il y a deux choses, la formation. Nous avons l'impression que la rigueur a foutu le camp. Nous avons l'impression, en tout cas moi, à notre époque, on avait l'école catholique. Moi, je suis un produit de l'école catholique. Nous faisions, avant de commencer les cours, la prière. Et nous avions une obligation, bien sûr, de parler le français. Il y avait ce qu'on appelait... il y avait une punition lorsqu'on parlait sa langue à l'école. Donc il y a des valeurs comme ça qui ont disparu. Il y a ce qu'on appelait la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne. Il y avait la jeunesse chrétienne. En tout cas, beaucoup, il y avait les scouts, les éclaireurs, il y avait des milieux de formation, des cercles de formation qui ont pratiquement disparu. L'enfant doit être formé à la maison, il y avait l'initiation. Vous allez remettre tous ces cercles? Je vais réhabiliter tous ces cercles dont vous parliez à l'instant qui ont disparu? Je pense que c'est fondamental. D'accord. C'est fondamental parce que un enfant qui n'a pas de repère, j'ai mon neveu. Je lui ai dit, mais il faut que tu fasses l'école. Il m'a dit, papa, pourquoi faire l'école? Je lui ai dit, mais parce que tu pourras devenir un cadre dans ce pays. Il dit, non. Si les gens qui n'ont pas fait l'école ont des VX, roulent en V8, pourquoi je vais faire l'école? S'ils boivent le champagne, pourquoi je vais faire? Voilà les repères que nous avons dans notre pays. Des gens qui ne se sont pas concentrés, qui ne sont pas allés à l'école ou qui ont refusé d'aller à l'école parce que le Gabon a l'obligation de former ses enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc ce n'est pas un problème de l'État, c'est un problème des valeurs. Si vous avez les enfants, les parents qui ont démissionné, vous comprenez, les enfants n'ont pas de repères. Il faut donner aux enfants les repères. Les repères, d'accord. Alors la gouvernance et les réformes politiques, c'est avec mon confrère Stéphane Guéma. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir, homonyme. Voilà. Vous venez de dire tout à l'heure que nous avons des beaux textes, mais nous avons un problème d'application. Mais dans votre projet de société que nous avons parcouru, vous parlez de la révision de la Constitution et du Code électoral. Que voulez-vous réviser dans ces deux textes? Bien, cher ami. Je peux vous appeler cher ami? Allez-y, il n'y a pas de souci. D'accord. Parce que vous vous appelez Stéphane, donc vous êtes un homonyme. Non, je souhaite que nous ne revenions plus sur cette Constitution. Je l'ai dit. J'ai mené campagne pour le non. Le non parce que j'estimais que cette Constitution était clivante. J'ai estimé que cette Constitution, lorsque je serai élu, si je devrais être élu, bon, je l'ai dit et je l'ai redit, je la mettrai à la poubelle. Pourquoi? Je la mettrai à la poubelle parce qu'elle ne favorise pas l'unité nationale. Elle ne favorise pas la cohésion nationale. Elle ne favorise même pas, je veux dire, ne serait-ce que la séparation de pouvoir. Vous savez, monsieur, cher ami, je veux tout de suite vous dire qu'un président qui est à la fois président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la République, président du gouvernement, chef de l'administration, monsieur, il ne peut pas, c'est pas possible. Conseil supérieur de la magistrature, ça a toujours été le cas. Pardon? Ça a toujours été le cas. Ça n'a jamais été le cas, monsieur. Ça n'a jamais été le cas. Nous avons été hypocrites.
nous avons été malhonnêtes, nous n'avons pas été sincères. Sur nos textes, il y avait bien une séparation de pouvoir. Il y avait un président de la République et un Premier ministre. Il y avait le Premier ministre qui était le chef du gouvernement et chef de l'administration. Il y avait bien sûr le président de la République qui, j'allais dire, en synergie avec le président le Premier ministre, conduisait la destinée de la politique gouvernementale. Il y avait bien sûr le Parlement et la justice, si on peut l'appeler comme ça. Lorsque vous dites que ça n'a jamais été le cas, le président, à l'époque de Léomba, par exemple, le président Léomba était président et Feu Omar Bongo était vice-président chargé du gouvernement. Vous parlez du passé. Vous parlez du passé, mais vous n'avez pas tort de vous appuyer sur le passé. Vous savez, il faut bien avoir du recul. Pourquoi il y a eu le coup d'État de 1964? Parce que justement, le président de la République avait concentré tous les pouvoirs. Et nous ne devons pas vivre dans un pays qui vit sur la peur, j'allais dire, quelqu'un qui se réveille à 3 heures du matin pour voir si on ne va pas le dégommer. Il faut avoir des institutions fortes. Il faut avoir un président de la République. Mais dans notre culture, monsieur, dans notre culture, mais il n'y a pas un chef suprême. Il y a un mari et une femme. C'est ça la culture gabonaise. Pourquoi nous ne voulons pas faire comme chez nous au Gabon? Pourquoi nous ne voulons pas faire comme nous l'avons dit lors du dialogue national? Nous repartons vers les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est 2 personnes. On ne peut pas avoir une seule personne. C'est un monstre. C'est un monstre. Et moi, si je suis président de la République, je refuserai d'être un monstre. Je repartirai. D'abord, je réduirai la durée du mandat présidentiel à 5 ans. Si je suis président de la République, je ne ferai qu'un seul mandat. Si je suis président de la République, mon Dieu, la justice sera complètement libre. Je vais vous dire, pour terminer, monsieur Stéphane, je suis écœuré, monsieur. Lorsque je vois ce qui se passe dans notre pays avec la justice, je n'ai pas voulu en parler. Mais la justice est pratiquement à la solde du président de la République et donc du gouvernement. Il faut éviter ça, monsieur. Il faut éviter ça. Nous sommes un pays laïque, certes, mais nous savons qu'il y a une trilogie. Même dans nos familles, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, respectons nos us et coutumes. Moi, je suis Massango, monsieur. Ça vous gêne, ça peut vous choquer, mais nous aussi, nous avons la trilogie. Il y a, bien sûr, les parents Boussunga, il y a Ibenzi, il y a Dibambe Di Marina. Donc, il faut accepter la diversité. Il faut accepter, justement, c'est parce que nous sommes hétérogènes, c'est parce que nous sommes hybrides que ça marche. Vous ne pouvez pas avoir un seul individu qui décide sur tout. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Ce n'est même pas pour moi que je le dis, c'est pour le pays. Monsieur le candidat, est-ce à dire que si vous êtes élu au soir du 12 avril, vous ne serez pas président du Conseil supérieur de la magistrature? Bon, la Constitution va m'imposer d'être le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est la Constitution. De quelle Constitution parlons-nous? Pardon, oui. De quelle Constitution parlez-vous? La Constitution qui sera à la poubelle, de quelle Constitution? Oui, vous savez, j'ai déjà eu ce débat avec Dr Mouata. La Constitution qui va être appliquée, c'est celle qui existe aujourd'hui, qui est mauvaise. Elle est mauvaise. Et mon conseiller m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre cette Constitution à la poubelle. Mais nous sommes dans un monde politique. Il faut bien taper fort pour éveiller, n'est-ce pas, les esprits. Nous allons modifier la Constitution. Nous allons toiletter, si vous voulez, dépoussiérer la Constitution. Je pense que tous les candidats aujourd'hui savent que nous sommes obligés de dépoussiérer cette Constitution. Donc vous ne serez pas président du Conseil supérieur de la magistrature? Non, mais la Constitution actuelle dit que je suis le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et quel est le rôle que vous allez jouer puisque vous estimez que le président du Conseil supérieur de la magistrature a la mainmise sur la justice. Mais si vous êtes élu, quelle sera votre marge de manœuvre? Mais j'ai une très grande marge de manœuvre, monsieur. Je ne suis pas juriste. Je vais aller faire là-bas déjà. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Il y a des gars qui sont plus outillés que moi. Il y a des gars qui sont rompus à la tâche. Peut-être que le vice-président fera tout le boulot. Moi, je ne veux pas m'encombrer avec des histoires que je ne maîtrise pas, monsieur.
Vous comprenez? Il faut que nous apprenions à faire ce que nous savons faire, monsieur. Et c'est pour ça que notre pays est allé à la dérive. Vous ne pouvez pas bricoler à un niveau du pays, ne bricolons pas, monsieur. On voit un menuisier qui va faire la mécanique. C'est pas responsable, monsieur. C'est du charlatanisme, ça, monsieur. Notre pays, vous êtes journaliste. Je ne serai jamais journaliste. Et je serai très mal à l'aise si je dois être directeur de votre journal, c'est Gabon Matin, l'agence gabonaise de presse. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, monsieur? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Et pourquoi vous n'acceptez pas de mettre à la place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Qui n'accepte pas? Pardon? Qui n'accepte pas? Lui me dit qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Il ne veut pas que il veut que je sois président du Conseil supérieur là-bas. Je lui dis non, je ne comprendrai rien. Si c'est pour signer les affectations et les mutations, quelqu'un d'autre peut le faire. Stéphane, ne faisons pas comme ça. Notre pays a pris de retard, 56 ans, parce qu'on a bricolé, Stéphane. Monsieur le candidat, vous prévoyez également dans votre projet de société réduire le train de vie de l'État et vous parlez de la réduction de l'équipe gouvernementale. Vous aurez combien? Je vous ai dit, s'il vous plaît, essayez de hausser le ton parce que non, vous parlez... je ne vous influence pas, Stéphane. Non, il y a pas de... Non, vous ne m'influencez pas. Je dis, dans votre projet de société, vous prévoyez réduire le train de vie de l'État et vous parlez de la réduction des membres du gouvernement. Ils seront à combien si vous êtes élu? Stéphane, excusez-moi si je suis familier, excusez-moi. Non, c'est... Je voudrais que cette rencontre soit une rencontre bon enfant. Nous ne sommes pas en compétition, nous ne sommes pas en guerre. Nous parlons de notre pays. Tout à fait. Nous parlons de l'avenir de notre pays. Et nous nous connaissons tous. D'accord? Mais qui a fait que nous ayons 9 provinces? Qui l'a fait? Moi, je suis né en 61, j'ai trouvé 9 provinces, je crois, si je ne me trompe pas. Mais 9 provinces, on peut dire 2 ministres par province. Pourquoi il y a 4 ministres ici, il y a 7 ministres ici? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces ministres? Donc environ 2 ministres par province, par 18 exemple. 18 membres plus le Premier ministre. Pardon? 18 membres plus le Premier ministre. Il n'y a plus le Premier ministre. Il y a maintenant un vice-président du gouvernement. Dans votre constitution. Non, il faut dire. Je pense que le minimum, c'est 2 ministres. Ça permettrait bien sûr de réduire le nombre de ministres. Je pense aussi que nous pouvons tenir compte de la démographie aussi quand même. Quand on fait de la politique, il faut aussi tenir compte de la démographie et aussi des minorités. La géopolitique, c'est ça? Oui. Donc il faut faire en sorte que chaque province ait au moins 2 ministres. Et puis pour les provinces comme l'estuaire, par exemple, où nous avons suffisamment de personnes, on peut mettre 3 ministres, effectivement avec le vice-président du gouvernement. Ce n'est pas la peine. Vous savez, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Habitat, c'est-à-dire que les départements à l'époque, des services sont devenus même des ministres. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. J'ai vu par exemple à l'époque, il y avait le ministère du Plan avec 2 commissariats. Le commissariat à l'aménagement du territoire et je pense le commissariat au plan. À un moment, puisqu'il fallait loger les amis, on a mis le commissariat à l'aménagement du territoire. Il est devenu ministère. Mais à l'époque, c'était le plan avec 2 commissariats. Vous voyez? Non, il faut que nous soyons plus rationnels. Et donc, en réduisant le nombre de ministres, d'abord, nous allons renforcer l'importance du ministre. Et puis, nous allons réduire même le traitement. Mais ce n'est pas tout. C'est pas tout. Il ne s'agit pas que des ministres. Vous prévoyez aussi de réduire les députés et les sénateurs. Monsieur, à combien? Nous avons 150 députés. On nous propose... À quoi ça sert 150 députés? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons, par exemple, pour ne parler que de Mimongo, nous avons 2 sièges. Ils ne se portent pas si mal que ça. Si nous faisons 2 députés par siège, nous avons 48 départements. Ça fait 96 députés. Si nous prenons un député puisque les Gabonais de l'étranger aussi doivent être représentés, si nous prenons un député par zone, il y en a 5 par exemple, on ferait 96 députés plus 5, ça ferait 101 députés. Déjà, c'est assez, monsieur. Mais vous savez le vrai problème, ce n'est pas le nombre de députés d'ailleurs. Nous avons des députés qui, à la limite, ne peuvent pas
détruire ou démonter le travail des ministres. Vous savez ce qu'il y a dans un ministère? Il y a le ministre, il y a le secrétaire général, il y a les directeurs généraux. C'est ça le ministère. Et il faut un travail extraordinaire. Cette équipe fait un travail extraordinaire. Donc vous prévoyez Stéphane, allez-y, allez-y. Stéphane, pourquoi tu veux m'interrompre, mon cher? Non, allez-y. Laisse-moi aller au bout de ma logique ou bien. Allez au bout. Ou bien, alors c'est pas Allez grave. au bout, docteur. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Stéphane, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Non, je voulais ajouter que vous prévoyez, si vous réduisez le nombre de parlementaires, ça veut dire que vous allez redécouper, vous allez faire un redécoupage. Oui, mais je voulais, si vous me permettiez, Allez-y, allez-y. est-ce que je te tutoie ou je te vous vois? Qu'est-ce que tu veux? Peu importe. Peu importe. Non, qu'on soit d'accord, parce que je ne veux pas être condescendant. Il n'y a pas de condescendance, docteur. Au contraire, c'est comme vous Alors, avez donc, dit, c'est bon Stéphane, enfant. j'étais en train de dire qu'il faut réduire le nombre de députés. Ça, c'est la première chose. Mais qu'il faut renforcer les cabinets des députés. C'est ce que je voulais dire. Parce que nous avons un attaché parlementaire, nous avons une assistante. Ce sont des gens qui ne peuvent même pas aider le député à interpréter la loi. Et les députés ne sont pas forcément suffisamment formés pour interpréter la loi. Donc il faut donner aux députés les moyens intellectuels. Déjà intellectuels, je ne parle pas des moyens financiers, hein, les moyens intellectuels pour pouvoir vraiment analyser, juger, arbitrer les avis des membres du gouvernement. Alors, vous réduisez le nombre de députés, mais vous renforcez l'équipe. Où est vous savez combien coûte un député? Où est la réduction alors du Vous train de savez vie? combien coûte un député? Mais nous avons depuis 2009 des gens, des hauts cadres qui sont assis à la maison et qui sont payés. Ils vont le 25 pour prendre l'argent à la banque. Ils ne font rien parce que le tsunami, en 2009, a mis tout le monde dehors. Nous avons des gens qui attendent la retraite à la maison ou qui sont partis à la retraite en étant à la maison. Ces gens-là, on peut les utiliser. Excusez-moi, c'est l'une des meilleures promotions, c'est l'une des meilleures générations. Les générations de 1960 à maintenant ont été, à mon avis, très bien formées. Et ces générations sont à la maison. Je suis presque, on dirait, le porte-étendard de cette génération-là. Nous avons été bien formés, mais on nous a laissés à la maison depuis 2009. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut réduire le train de vie de l'État, mais aussi, surtout, bonifier la qualité du service de l'État. Donc, moi, j'estime qu'un président de la République qui a 270 millions par mois quand même, par mois, 270 millions de francs CFA, qui a des fonds de souveraineté, je trouve ça démentiel. Et je pense que là, c'est vous qui le dites ou c'est inscrit, docteur? C'est inscrit quelque part? Pardon? 270 millions par mois, c'est inscrit quelque part ou c'est vous qui le dites? Mais c'était le salaire d'Ali Bongo Ndiba. 270 millions de francs par mois. Et il avait des fonds de souveraineté. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ça a été dit, on peut le découvrir. Donc ce monsieur-là qui est gabonais, comment il fait avec 270 millions de francs? C'est démentiel. Et en un an, en 10 mois, il a 2 milliards 700 millions. Et vous pensez que ça n'obère pas les finances publiques, ça n'obère pas les... Il faut être sérieux, monsieur. Il faut être sérieux. Un médecin ne peut pas gagner 270 millions de francs CFA par mois. Et donc, il est hors de question d'imaginer que moi, président, j'aurais des... C'est grossier. C'est grossier, monsieur. Et ce n'est pas sérieux. Okay. Monsieur le candidat, il y a aussi... Est-ce qu'on a essayé de donner suffisamment d'éléments pour réduire le train de vie de l'État? C'est-à-dire qu'on réduirait le nombre de ministres, le nombre de députés. Moi, je ne suis pas pour supprimer le Sénat. Et pour le Sénat, oui. Parce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ma démarche. Je ne suis pas pour supprimer le Sénat. Je suis pour réduire le nombre de députés et de sénateurs. Si vous mettez un sénateur par département, vous aurez 48, sinon 51 sénateurs. On n'aurait pas autant... Nous faisons aussi un peu dans le copinage. C'est pas bien. Il faut avoir des règles, il faut avoir des normes. Et c'est ça qui va faire avancer notre pays. Si nous avons des normes, nous les appliquons tous, sans distinction, sans discrimination, Stéphane. Notre pays a besoin d'un peu de nettoyage. Nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Nous sommes trop. D'accord, monsieur le candidat. Il y a aussi dans votre projet de société, notamment dans le volet politique, la lutte contre la corruption. Comment vous allez la mener concrètement? Vous pensez que c'est impossible de lutter contre la corruption? Non, nous ne disons pas que c'est impossible. Non, mais lorsque vous posez cette question, vous donnez l'impression
de vous trouver devant un mur. C'est un mur, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Non, alors, on veut savoir quel mécanisme vous mettrez en place. Mais il faut mettre les gens en prison. Corruption zéro. Il ne faut pas tolérer la corruption, monsieur. Tu ne voleras pas, tu ne tricheras pas. C'est chrétien, c'est biblique. Pourquoi vous voulez permettre aux gens de corrompre les autres? C'est biblique que vous êtes un initié. Pardon? Vous dites c'est biblique que vous êtes un initié. Vous l'avez dit. Vous êtes traditionnaliste. Je vous ai parlé de la Trinité. D'accord. Je vous ai parlé de la Trinité. Et la Trinité, c'est biblique. Et je vais vous parler de ma culture. C'est la Trinité. C'est la Trinité. On va dire Musunga, c'est le Père. On va dire Sima, c'est le Fils. On va dire Mouloulou, c'est le Saint-Esprit. C'est la Trinité. Nous sommes trois dans notre tradition. Nous avons trois clans. Trois. Donc, qu'on soit initié. Et puis, je vous dis, je suis catholique. Mais je me retrouve très bien. Je me retrouve très bien dans mon initiation, dans ma tradition. Parce que je ne sais pas qui a copié sur l'autre. Donc, vous mettrez les corrompus en prison, tout simplement. Tout bonnement. Je mettrai les corrompus pour lutter contre la corruption. Mais c'est l'une des preuves. Il faut sévir d'abord. Il faut sévir. On a fait trop dans le copinage, dans le laxisme. Mais un gars qui vole, un gars qui corrompt, mais c'est un gars qui empêche au pays de se développer. Et donc il ne faut pas pardonner. Là, je ne suis même pas d'accord avec ceux qui pensent, attention, si je suis contradictoire, je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent qu'il faut aller là, mettre en place une commission vérité-réconciliation. Je ne suis pas d'accord. Hein? Parce que les gens qui demandent qu'on mette en place cette commission, ce sont les premiers qui iraient en prison. Ils iraient en prison. Parce que tous ceux qui parlent là, moi je suis à l'aise. Je crois que je dois rendre grâce à Dieu. Mais tous ceux qui parlent là, ils doivent aller en prison. Ou bien ils n'ont pas fini, ils ont bouffé les queues de budget. Parce qu'à la fin de chaque exercice budgétaire, ils ont bouffé les queues de budget. Ou bien, bien sûr, ils ont surfacturé. Monsieur, c'est notre pays, monsieur. Nous nous connaissons tous. Nous nous connaissons tous. Moi, docteur Stéphane Germain Iloko, demain, président de la République, je vous fous en tôle, monsieur, parce que vous aurez volé. Parce que, battons-nous, peut-être pour améliorer nos salaires, battons-nous. Mais ne nous organisons pas pour faire des frappes. Ils appellent ça faire les frappes, monsieur. C'est-à-dire qu'ils surfacturent. Et moi, je suis frileux. Ces gens-là vont au village, ils nous narguent avec l'argent volé, monsieur. Il faut les envoyer en prison, monsieur. Il faut les envoyer en prison. Docteur, vous ne craignez pas que vous ayez des voix en moins au 12 avril en promettant de mettre justement ceux qui peuvent potentiellement être vos voix? Si je dois être battu le 12 avril parce que je suis honnête, parce que je suis sincère, je préfère, monsieur. Je ne veux pas être un corbeau, monsieur. Je ne veux pas être un corbeau. Et vous, monsieur, comment vous l'appelez? Celui qui est perché, ce vilain oiseau. Le corbeau. Le corbeau. Je ne veux pas être un renard, excusez-moi. Je ne veux pas vous me prendre pour un corbeau, monsieur. Vous savez tous que le corbeau a un vilain bec, mais parce qu'il a un fromage entre son bec. Et moi, vous venez lui dire, le corbeau, tu es très beau, tu es joli. Moi, je ne veux pas être le renard, monsieur. Je préfère perdre cette élection le 12 avril que de tromper le peuple gabonais. Le peuple gabonais doit savoir, et c'est pour ça que cet exercice, j'aurais même refusé, j'allais refuser de venir ici. Parce que je ne voyais pas l'intérêt de participer à une arnaque. C'est une arnaque. Venir mentir aux Gabonaises et aux Gabonais, promettre aux Gabonais ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'on ne le fera pas. Celui qui demande aujourd'hui de mettre en place la commission vérité et réconciliation, mais il se rendra très vite compte de ce qu'il va lui-même aller en prison. Donc il n'appliquera pas ça. Donc monsieur, je préfère ne pas être élu le 12 avril. Si je dis la vérité, je dirai la vérité, monsieur. D'accord. Vous savez, dans ma tradition, on ne ment pas. On ne ment pas chez moi. Chez les Massango, on ne ment pas. Si vous mentez, mais le diable vous avale. Et je pense que c'est l'une de mes faiblesses. Et les gens ne m'adoptent pas facilement. D'accord. On l'a compris. Dernière question, Stéphane. Monsieur le candidat, vous prévoyez également au niveau diplomatique de revoir les accords bilatéraux et multilatéraux. Vous voulez parler des accords bilatéraux? Accords, oui. Vous prévoyez de les revoir. Mais écoutez, monsieur. Avec qui, notamment, vous prévoyez de revisiter ces accords?
Mais écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire si vous vous enfermez? Qu'est-ce que vous allez faire si vous vous enfermez? Vous ne pouvez pas vous enfermer. Je crois qu'il faut être en bonne intelligence avec vos voisins, avec, pourquoi pas, le monde. Le monde. Bien sûr qu'il y a des accords qui sont signés, qui ont été signés peut-être à l'époque des précédents présidents, oui. Souvent, les accords sont signés dans l'intérêt de celui qui est là. Donc, les intérêts du président Ali Bongo Ondimba ne sont pas forcément les miens. Vous parlez de quels accords et avec qui? Avec tout le monde. Pourquoi vous voulez préciser avec qui? Vous avez une idée de qui je dois absolument revoir, avec qui je dois absolument revoir les accords? Vous avez une idée? Par exemple, nous sommes une ancienne colonie française. Oui, oui. Mais oui. Mais attendez, vous avez peur de dire les choses, dites les choses. Je suis là pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que vous allez revisiter dans les accords? Tout. D'abord, vous savez, deux personnes ont signé des accords. En 60, par exemple, c'était pas Bongo, c'était Léomba et De Gaulle, par exemple. Léomba est mort. De Gaulle est mort. Comment voulez-vous mettre et continuer à appliquer des accords que des défunts ont laissés? Et puis, aujourd'hui, on est à l'ère de Macron et du futur président. J'imagine que c'est moi, par exemple. Comment voulez-vous que j'applique, moi, les accords de Macron et du président de la transition? Pourquoi? Si, bien sûr, les accords signés entre le président de la transition et le président français vont dans le sens de l'intérêt supérieur du pays, et donc, parce que moi, mon intérêt ne compte pas beaucoup aussi, il faut qu'on l'accepte. Moi, je veux être un président différent. Monsieur. On l'a compris. Ma petite personne ne compte pas, monsieur. Mais croyez-moi, elle ne me compte pas. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place. Merci. Monsieur le Président, une toute dernière. Je prends plaisir à vous écouter. Madame, vraiment, articulez. Vous êtes loin de moi, articulez, madame. S'il vous plaît. Docteur Iloko, oui. Nous prenons plaisir à vous écouter. Je vois une position tranchée, position nette. On mettra des gens en prison. Mais pourquoi ne pas avoir fait ces propositions lorsque vous étiez conseiller du DCP, par exemple, lorsque vous étiez porte-parole du PDG, par exemple? On aurait aimé avoir ces ces propositions. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi après le 30 août? Ne vous excitez pas, madame. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes passionnée, mais rassurez-vous, je n'ai pas changé. Ceux qui me connaissent, Stéphane me connaît, je n'ai pas changé. Je suis irréductible. Mais vous savez aussi que nous sommes dans un système, on va dire, démocratique. Si vous êtes à 4, toi penses que c'est bien. Vous êtes seul à penser que c'est mal. Il faut être Stéphanie, il faut être ma fille, pour penser que seul, on peut faire bouger les lignes. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que l'ouverture de notre campagne, notre adversaire devait ouvrir sa campagne à Ngodje. Et nous avons notre QG à Amboé. Nous étions sûrs que cette ouverture de la campagne au stade de l'amitié drainerait tout le monde. Et donc, organiser une activité pendant cette période-là, c'était presque voué à l'échec. Oui. Et Stéphanie a dit qu'elle va organiser notre meeting d'ouverture. Vous parlez de votre fille, là? Ma fille, oui, elle est là, ma fille. Notre directeur de campagne. Alors, voilà, il faut être elle, il faut être un peu têtu, il faut être un peu fou pour s'opposer à la majorité. Non, moi je pense que je suis fou, parce que ma fille détient ça de moi, je pense, mais avec l'âge, j'ai compris qu'il faut savoir laisser la place aux autres. J'étais au PDG, madame. Vous savez, je n'ai pas honte d'avoir été au PDG. Et c'est d'ailleurs par cette formation du PDG qui me met aujourd'hui devant vous. Je suis à l'aise lorsque je parle de notre pays. Et j'ai toujours dit que les choses ne marchaient pas au PDG, madame. Vous savez, j'ai eu 27 de tension, madame. J'ai eu 27 de tension. Le 20 janvier 2020, parce que le PDG m'a torturé.
j'étais de ceux qui pensaient que ce qui était fait n'était pas bien. Je n'ai jamais pactisé avec ces mafieux-là. Je ne me suis jamais... C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de promotion dans notre parti. Je suis le même, madame, je n'ai pas changé. C'est Giulio Iglesias qui le disait. Vous n'aimez pas m'entendre parler, monsieur le coordonnateur. Pourquoi vous m'interrompez à chaque fois? Non, parce qu'il faut effectivement évoluer. Vous m'avez provoqué, il ne fallait pas m'inviter. Non, nous devons évoluer, effectivement. Non, nous encourageons à ce que cet échange se poursuive dans cette ambiance bon enfant. Qu'à cela ne tienne, on va parler économie après la transition du côté de la régie. Élection présidentielle du 12 avril 2025. La Haute Autorité de la Communication vous propose, mercredi 21h30, le débat de la présidentielle. Du jeudi 3 au 10 avril à 21h30, un candidat, un projet. Ordre de passage. 3 avril, Channing Zenaba Nyinga. 4 avril, Alain-Claude Bilibinze. 5 avril, Thierry Yvon Goma. 6 avril, Alain Simplice Bungwere. 7 avril, Axel Stoffen Ibinga. 8 avril, Brice Clotaire Oligingema. 9 avril, Joseph Lapensée Essingone. 10 avril, Stéphane Germain Iloko Boussengi. Et le 12 avril, la grande nuit électorale. L'élection présidentielle du 12 avril 2025 en direct sur tous les médias publics. Un candidat, un projet, et nous sommes toujours avec le docteur Stéphane Iloko Boussengi dans une ambiance plutôt conviviale. Allez, on va parler économie et je vais tout de suite donner la parole à Vibrien Aseko Olomo de Radio Gabon. Merci Martial. Bonsoir, monsieur le candidat. Bonsoir. Ça fait plaisir que vous soyez aussi détendu. Au moins, vous n'aurez pas 27 de tension ce soir. Je vais vous dire franchement, depuis que j'ai retrouvé la parole, depuis que je fais à la limite ce qui me plaît, je prends les médicaments parce que je suis astreint à prendre les médicaments, mais je me sens mieux. Très bien, je suis à l'aise ici. Je me retrouve avec des gens que je connais et des gens qui veulent encore un peu plus pour notre pays. Je suis très heureux. Très bien, monsieur le candidat. Alors, nous allons faire juste un petit retour en arrière. Bien avant vous, hein, c'est le clap de fin ce soir. Bien avant vous, vous avez eu vos prédécesseurs à votre place. Une question nous vient à l'esprit, monsieur le candidat. Y a-t-il des points de convergence entre votre projet de société et celui de vos prédécesseurs quand vous faites un peu le tour de ce qui a été dit au cours de cette émission? En parlant bien sûr du volet économique. En parlant bien évidemment du volet économique. Mais messieurs, nous sommes des Gabonais, nous sommes tous des Gabonais. Nous n'allons pas réécrire l'histoire. Il serait prétentieux, monsieur, d'imaginer que je viendrais faire... je ne sais pas, l'apologie d'une nouvelle économie du Gabon. Nous connaissons les problèmes du Gabon. En réalité, on ne devrait même plus nous demander de faire un projet de société. Nos aînés, Mbabe Solo, ont réfléchi sur les problèmes du Gabon. En 93. En 98, les Mambundu et tous les autres ont réfléchi sur le Gabon. Mais tout ça balance. En 2005, Omar Bongo et les autres ont réfléchi sur le Gabon, les Maganga Moussavou. On arrive après 2005, c'est 2009. On a des très bons projets de société. Mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui manque? Peut-être la volonté, peut-être la détermination, peut-être aussi les conflits d'intérêts. Vous savez, monsieur, j'ai mal. J'étais en France. Et j'étais en évacuation sanitaire avec mon enfant. Et puis, j'ai visité un salon, monsieur. Et dans ce salon, j'ai découvert du matériel de traitement de déchets biomédicaux, monsieur. J'ai monté un projet. Vous allez me dire quel est le lien, où est le lien entre l'économie et... Je vais vous prouver le lien. Allons-y, on vous le concède. Pardon? On vous le concède, monsieur le candidat. Et donc, j'ai amené le projet au Gabon. J'ai réussi à avoir un investissement, un financement. C'était 9 milliards de francs CFA, avec des conditions exceptionnelles. 9 milliards de francs CFA, avec 2 ans de différé et surtout une fixité au niveau du taux de change. Ce
ce projet-là permettait aux hôpitaux du Gabon, cliniques privées, hôpitaux publics, de traiter les déchets. Mais surtout de créer de l'emploi, surtout de créer la richesse. Parce que le kilo de déchets traités coûte à peu près 50 000 francs. D'accord? Mais puisque monsieur le directeur de cabinet de l'époque, qui avait le visa d'opportunité, n'a pas trouvé utile de faire passer le projet n'a pas prospéré. Donc au Gabon, ce n'est pas un problème économique, c'est peut-être un problème de choix. Et donc, voilà, c'est vous qui devez poser la question. Et je réponds très franchement, je ne suis pas meilleur que mes 7 autres compatriotes. Et les Gabonais vous écoutent et vous regardent au travers Radio Gabon et vous regardent à la télévision ce soir. Quelles sont vos 3 premières actions pour relancer l'économie hors pétrole, monsieur le candidat? Ah, l'économie hors pétrole. Vous faites déjà bien de parler de l'économie hors pétrole parce que, vous savez, le pétrole, c'est peut-être une malchance, c'est peut-être un malheur pour nous. Parce que lorsque le Gabon s'est mis dans l'exploitation du pétrole, on a presque laissé tomber les autres secteurs économiques, alors que c'est une erreur grossière que nos dévanciers, bien sûr, ont été amenés à commettre. Le pétrole est là, mais il va finir de toute façon. Mais nous avons d'autres niches. Nous avons les mines. Et le Gabon est un pays béni de Dieu. Je ne sais pas, vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Vous croyez en Dieu? Bien évidemment. Ouais, mais c'est une chance. Comme vous d'ailleurs. C'est une chance, oui. C'est une chance d'être Gabonais, monsieur. C'est une chance d'être Gabonais. Il faut déjà voir comment notre pays est gâté dans le domaine de l'économie. Alors, trois premières actions concrètes pour relancer l'économie. Il faut diversifier l'économie d'abord. Il faut diversifier. Et puis, il faut amener le pays à transformer, la première transformation au Gabon. Il faut une rigueur au niveau justement de la déclaration de ce qui est produit. Vous savez, lorsque vous produisez le pétrole ou le manganèse, en réalité, celui qui produit le manganèse ne déclare pas tout ce qu'il a produit. Celui qui vend le manganèse ne déclare même pas les prix de vente du manganèse. C'est opaque. Il faut une transparence au niveau de la gestion de ce qui est. Une transparence, une rigueur. Et il faut privilégier je veux dire, tout ce qui est fiscalité. Parce qu'il y a finalement des pans de notre économie qui sont bien sûr sous protectorat de qui, je ne sais. Donc il faut être rigoureux. Il faut que ceux qui sortent du sol soient connus par ceux qui sont les propriétaires, c'est-à-dire les Gabonais. Et je pense qu'il faut une rigueur dans ce domaine-là. Il faut une rigueur. Alors, donc, quand vous parlez de rigueur, vous parlez forcément de souveraineté économique. Autrement dit, vous allez renégocier les contrats. Quels critères pour renégocier les contrats? Sûrement avec les compagnies étrangères, forcément. Bien sûr, oui. Quels seront les critères? Mais d'abord, il faut placer l'intérêt du Gabon avant toute chose. Qu'est-ce que je gagne dans un contrat d'exploitation d'une mine d'uranium ou d'une mine de manganèse? Qu'est-ce que le Gabon gagne? Parce que si le Gabon gagne 20% sur un gisement, sur les 100%, le Gabon ne gagne pas. Vous pensez bien que beaucoup ont essayé avant vous, docteur? Avant? Beaucoup, vos prédécesseurs, si vous êtes élu au soir du 12 avril, beaucoup avant vous, ceux qui ont été présidents avant vous, ont bien essayé peut-être de renégocier ces contrats, mais qui apparemment, ça n'a jamais prospéré. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont vraiment négocié? Voilà pourquoi on vous pose la question. Non, comment est-ce que vous allez faire pour justement imposer cette souveraineté à ces entreprises? Mais là, il ne s'agit même pas de souveraineté. Vous me posez une question, je vous réponds, je vous dis, regardez bien. D'accord. Regardez bien. Moi, je suis propriétaire du sol et c'est mon gisement. Vous avez probablement du matériel pour exploiter mon gisement. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je vous donne 50%. Moi, je gagne 50%. Je vais prendre un exemple bête. J'avais fait venir un gynécologue du Mali, docteur Diarra. Je peux vous donner le nom, docteur Diarra. Et donc, il faisait des échographies chez moi, dans ma clinique. Et lui, c'était le technicien. Moi, j'avais l'échographie, j'avais le bâtiment. Et nous nous étions entendus. Lui donner 60%,
parce qu'il avait la technicité, il avait tout. Et moi, j'avais 40%. C'est mon échographe. Donc, on fait ça, c'est ma terre, c'est mon manganèse. Tu exploites mon manganèse, tu me donnes par exemple 40%, pas 18%. Mais les présidents, je vais vous dire pourquoi les présidents, non, ils n'ont même pas négocié. Parce que ce qui intéressait les présidents, je pense, je prends le risque, c'est ce qu'ils gagnaient dans ces contrats-là. On a, je pense qu'un président qui a 18% sur les 100% de l'exploitation du pétrole, il n'ira pas négocier un contrat pour qu'il perde ces 18%. Donc c'est ça le produit. Je pense qu'on peut vivre décemment en privilégiant l'intérêt du pays. Donnons au pays, parce qu'il y a nous et il y a les générations futures. Préparons les générations futures. Nos enfants doivent être préparés pour affronter le pays dans des conditions absolument plus intéressantes que les nôtres. Ce sont nos enfants. Ce qui m'emmène d'ailleurs, monsieur le candidat, à vous poser cette question. Vous parlez également dans votre projet de société de soutenir les PME et PMI gabonaises et à créer l'emploi aux jeunes. Comment? C'est impossible? Pas impossible. Mais dites justement à ces jeunes, comment est-ce que vous allez créer de l'emploi pour que eux, ceux qui sont au chômage, puissent véritablement se retrouver dans votre projet et dans votre ambition et future. Parlant d'emploi, monsieur le candidat, vous avez chiffré, hein, vous comptez créer 2000 emplois annuels pour les jeunes au travers des mécanismes de financement de jeunes. 2000 emplois. D'abord, la jeunesse pour moi, c'est ma préoccupation première, la jeunesse. Elle doit être bien formée. Et il faut que cette jeunesse choisisse les métiers qui lui permettraient, une fois les études terminées, se retrouver sur le marché du travail. Donc une adéquation, formation, emploi. Nos écoles ont longtemps produit des chômeurs. Chômeur, c'est un Gabonais, c'est un citoyen qui a un diplôme. Parce que ceux qui n'ont pas de diplôme ne sont pas des chômeurs. C'est la définition que je connais du chômage. Ils ne sont pas considérés comme étant des chômeurs, oui. D'accord. Vous savez, il y a un pays à côté de nous, c'est le Cameroun. Le Cameroun a réussi à créer une race d'hommes d'affaires. Le Nigeria a réussi à créer une race d'hommes d'affaires. Monsieur, c'est ça l'avenir du Gabon. L'avenir du Gabon, c'est de former, de créer des générations d'hommes d'affaires. Et comment comptez-vous ces générations d'hommes d'affaires, ces générations d'hommes d'affaires vont justement créer de l'emploi. Vous savez, on a essayé avec le FODEX, on a essayé avec... Ça n'a pas marché parce que nous n'avions pas de critères. Vous voyez, au lieu de donner nos eaux à quelqu'un qui ne sait même pas comment... chez lui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mer. Moi, j'aurais donné des milliards de francs CFA à un Gabonais pour prendre sous contrat, sous concession, la CENI. Monsieur, vous donnez 4 milliards à un jeune Gabonais, 4 milliards à un jeune Gabonais, et ce jeune Gabonais achète des bateaux, emploie des bateaux, des Gabonais. Il a l'obligation, bien sûr, de rembourser à l'État, peut-être 2 ans après son crédit. Monsieur, il faut qu'on arrive à faire ça. Aussi bien dans ces domaines, vous savez, il y a un domaine qui me tient à cœur, c'est la médecine. C'est la médecine. Vous savez, on peut faire dans la médecine, au lieu d'avoir des maisons qui servent de clinique, prends des jeunes médecins, groupe de médecins, on leur donne de l'argent, construisent une clinique aux normes, et puis ils ont tout le matériel dans la clinique. Ce sont des patrons, Il faut créer des patrons chez nous, au Gabon. Il ne faut pas... c'est un choix. Mais quel est le problème du Gabon? Je pense, nous avons des dirigeants complexés. Je ne parle pas des dirigeants actuels, hein, je n'ai rien contre eux. Mais un dirigeant doit accepter de faire, lui, la politique et laisser les affaires à des partenaires, à des promoteurs d'affaires, à des hommes d'affaires, monsieur. Mais l'homme d'affaires, c'est lui qui soutient le politique. Vous ne pouvez pas être politique et homme d'affaires. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous voyez ce qu'il faut faire dans notre pays? Vous êtes vous-même un homme d'affaires. Vous avez créé... c'était écrit explicitement dans votre CV. Vous êtes un brillant homme d'affaires mais ça marche pas. Qui a été à la tête marche pas bien. de certaines sociétés. Mais en même temps,
un politique bien connu sur la place. Non, non, non. Il faut publique. sanctionner les politiques qui font de la... C'est eux. C'est eux, ces gars-là. C'est eux. C'est eux qui créent des écoles privées pour blanchir l'argent. C'est eux qui construisent des bâtiments pour loger l'État, pour blanchir l'argent. C'est eux qui construisent des cliniques privées ou des pharmacies. Non, il faut arrêter. Un homme, celui qui veut faire de la politique, il fait la politique. Celui qui veut faire des affaires doit faire des affaires. Moi, président, je vous jure, croyez-moi, je veux permettre aux Gabonais d'avoir des costauds, des hommes d'affaires. Vous allez renoncer à vos affaires? Je vais Renoncer à vos affaires? Vous en avez des affaires? Non, Clinique, non, mes enfants, chacun de mes enfants va prendre une de mes structures. Chacun de mes D'accord. enfants. Et- D'ailleurs, je préfère ne pas leur laisser de l'argent, je préfère laisser des structures. Quid du financement, justement? Vous dites que vous allez créer ces 2000 emplois par an. Mais vous ne comprenez pas comment on va créer les 2000 emplois? Vous avez dit que vous allez financer. Un financement que vous allez trouver où et comment? Où on trouve là? Où est-ce qu'on trouve l'argent? Je ne comprends pas votre question. Où Comment est-ce je qu'on vais trouve les financer? financements Voilà. justement Comment- pour créer de l'emploi, 2000 emplois par an? Où est-ce que le docteur trouvera des fonds pour justement créer ces emplois Soutenir. et soutenir ces emplois? Est-ce que vous voyez le phénomène? Créer l'emploi, c'est déjà mettre en place. Et je vous dis de créer des hommes d'affaires. Vous prenez, mettons, 100 milliards de francs CFA et vous donnez à, par exemple, 10, 20, 30 hommes d'affaires. La question, justement, par rapport à cet exemple, ces 100 milliards de francs CFA, vous les trouverez où? Ah oui, mais vous m'avez demandé de réduire le train de vie de l'État, par exemple. Vous m'avez dit, si nous réduisons le nombre de députés, si nous réduisons le nombre de sénateurs, si nous réduisons le nombre de ministres, si nous réduisons le nombre des conseils du président de la République, et si nous réduisons toutes les fantaisies, il y a des fantaisies que le président de la République est obligé de mettre en place pour essayer de façonner son image. Un président de la République ne vient pas ici pour être beau. Il ne vient pas ici pour plaire. Il vient ici pour travailler, monsieur. Si on réduit le train de vie de l'État, mais cet argent-là, il va bien servir à quelque chose. D'accord. Il y a trop de gaspillage, monsieur. Je vais vous prendre un exemple, monsieur. La CNAMGES, vous n'en parlez pas, vous esquivez. La CNAMGES, c'est 12 milliards de francs CFA. C'est le volet de ma d'accord. consoeur Mais tout à vous l'heure. avez Ça, sauté c'est la pas- dame. c'est- Vous avez sauté la dame, c'est pas bien. Alors, on va laisser la CNAMGES. On va laisser la CNAMGES. C'est pas Nous grave. reviendrons dessus. J'en Nous reviendrons reparlerai. sur la Alors, CNAMGES avec la j'en consoeur. reparlerai. Revenons, Je vais en reparler. Non, mais laissez-moi repartir. Allez-y. Laissez-moi repartir. Alors, nous avons 200 000 milliards de francs CFA que nous jetons comme ça, jetés entre guillemets, pour avoir de la nourriture au Gabon. 200 000 milliards. Mais si nous créons une race d'agriculteurs, de promoteurs, Voilà. vous comprenez? Non seulement ça va créer dans l'emploi, mais ça va créer la richesse, monsieur. D'accord. Donc, moi, j'ai 3 000 milliards, 4 000 milliards. Moi, je veux aller à 5 000 milliards par an de budget de l'État. C'est ce que je veux faire. Alors, vous pensez qu'avec 5 000 milliards multiplié par 7 ans, c'est-à-dire 35 000 milliards, vous pensez que je n'ai pas assez d'argent pour distraire 100 milliards ou 200 milliards de francs CFA pour créer pendant 7 ans des générations d'hommes d'affaires? Vous pensez que ce n'est pas possible? et ce Ou bien sera- vous pensez que c'est parce que je m'appelle Iloko que je ne pourrai pas trouver de l'argent pour... il faut aussi dire des choses comme vous voulez. Peut-être Mais que je n'ai non. pas la Tout en bouille. pensant, Mais tout non, en pas du tout. pensant à vos obligations régaliennes envers vos partenaires extérieurs, ce qui m'emmène justement, docteur, à cette question martiale. Allez-y. Je crois que c'est la dernière. Oui. Quelles mesures urgentes, docteur, pour assainir les finances et régler la dette? Mais d'abord, je ne sais pas pourquoi les Gabonais fantasment sur la dette. Je ne sais pas pourquoi on fantasme sur la dette. La Elle dette, s'élève c'est à la... plus de 7 000 milliards aujourd'hui. Mais la dette, c'est la dette. Sauf que ceux qui ont pris cet argent ont pris pour aller le placer dans les paradis fiscaux, pour sortir les petites métisses, pour bien sûr s'envoyer en l'air avec du chanvre. Ils n'ont fait que ça. Mais ce sont des gars à poursuivre. Allons-y monsieur. sur les mesures urgentes, docteur. Pardon? Les mesures urgentes faire quoi? pour assainir justement Mais les finances et régler le problème de la mais dette. je vous ai dit, évitez de détourner l'argent. Déjà, mettez les gens qui sont corruptibles ou qui corrompent en prison. Vous allez voir qu'il y aura peu de... Vous donnez les marchés
sans même respecter les conditions de passation de marché. Vous donnez un marché de 3, 4, 5 milliards à quelqu'un, 30 milliards à quelqu'un, sans même respecter, n'est-ce pas, la procédure. Mais il faut déjà, au niveau de il faut déjà être procédurier, monsieur. Les gars qui me connaissent, les gens qui ne m'ont pas compris. Je dis qu'au Gabon, on vend. On est des gamers, nous sommes des joueurs, monsieur. Il faut respecter la procédure. Si vous respectez la procédure, vous aurez très peu de déchets, vous perdrez très peu d'argent. Parce que l'argent, c'est la procédure, c'est la méthodologie. Donc, on va revenir sur votre question. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut mettre les procédures. Pour sortir l'argent au trésor, il faut une procédure. Mais pour le moment, on a une dette. Pardon? On a une dette pendante qui est là. Mais la dette sera toujours là, monsieur. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas mentir aux Gabonais qu'en arrivant ici, je ne vais pas m'endetter. C'est du mensonge. Je ne veux pas dire aux Gabonais qu'en venant ici, la dette va disparaître. C'est du mensonge. Mon Dieu, si j'ai des chantiers à mettre sur place, moi par exemple, je pense que je vais mettre en place un tramway, 2 lignes de tramway, une qui part de Toum pour la capitale et une qui part d'Ovendo au Cap Esterias. Vous croyez que j'ai de l'argent dans mes poches pour mettre le tramway? Non, je veux aller chercher de l'argent. Je veux chercher de l'argent pourvu que je cherche cet argent pour mettre vraiment le tramway. Est-ce que un cet tramway investissement qui aura été précédé par des études? Est-ce que cet investissement finalement sera porteur? Là, vous parlez de tramway. Lorsqu'on s'endette pour investir, il faut que ça soit... Est-ce que vous me permettez de rire? Si vous voulez, mais répondez à ma question. Non, vous pensez que mettre un tramway à Libreville, c'est un investissement qui n'est pas porteur? Et c'est à vous de nous expliquer. Moi, je pose la question simplement. Non, monsieur les gens arrivent en retard au travail déjà. Indirectement, les gens arrivent au travail en retard parce que nous avons des taxis, nous avons des taxibus, parce que les routes sont bondées de monde. Monsieur, quelqu'un qui arrive au travail à 6 h, 7 h et qui sort à 16 h, mais il a produit 8 heures de travail, monsieur. Notre pays travaille 5 heures de temps. Alors, vous ne voyez pas que notre pays travaille même 4 heures de temps? Les gens arrivent à 8h30 et ils sortent à 13 h. Vous croyez qu'un pays qui veut se développer travaille comme ça, monsieur? Non, c'est parce que je veux que notre pays se développe, que je veux que les gens aient au travail et restent plus longtemps au travail. Donc, je ne vous ai même pas parlé de la rentabilité en termes de finances, c'est-à-dire vente de tickets. Je ne vous ai pas parlé de ça. Je vous ai parlé des effets collatéraux. C'est à ces aspects, monsieur, c'est à ces aspects dans votre emprunt. Pourquoi tu me fatigues? Dans votre emprunt, nous voulions vous pousser, monsieur le candidat, et vous avez bien expliqué, et les Gabonais ont compris que ce sera un projet rentable. Les Gabonais n'ont pas compris que si je mets le tramway, les gens arriveront à l'hôpital tôt, les infirmières et les infirmiers, les médecins, monsieur. Mais si, ça m'énerve de voir un médecin dans un taxibus, monsieur. Ça m'énerve. Ça m'énerve, monsieur, je vous jure. Je vous jure. Excusez-moi. C'est inadmissible. Quelqu'un qui va sauver un malade qui monte dans le taxibus. Vous savez, Et bonjour, docteur. Oh là là. Mais vous êtes malheureux. Donc je dis que le tramway est rentable, monsieur. Et c'est dommage qu'avant moi, les gens n'aient pas pensé à ça. Il faut aller au travail tôt. Il faut terminer tard, monsieur. Et vous produisez. Et lorsque vous produisez, l'hôpital, les gens meurent à l'hôpital parce que le médecin vient en taxibus 30 minutes, 1 heure après le malade qui est aux urgences, monsieur. J'ai envie de faire de ce pays un pays performant, monsieur. Et nous l'avons compris. Merci. Vous parlez justement de santé, du docteur, du médecin qui prend le taxi et qui arrive en retard. Une bonne transition, justement, pour embrayer sur le volet société après la transition. Nous revenons sur ce plateau. Nous sommes toujours dans une ambiance bon enfant, justement, avec le candidat de ce soir et le dernier de cette série de Un candidat, un projet, le docteur Stéphane Iloko Boussengi. Alors, docteur, justement, pour cette transition, vous parliez de la santé, de ce médecin, de ces médecins qui, malheureusement, arrivaient en retard et ça pouvait occasionner l'irréparable. Sur le plan de la santé, que comptez-vous faire justement? C'est mon dada. Je suis né pour faire de la santé. Les grandes mesures que vous prendriez justement pour... Pourquoi pas? Toutes les mesures sont grandes. Allez-y. Toutes les mesures sont grandes. Vous savez, je suis triste aussi lorsque je vois
des cadres de la santé se comporter comme ça. Parce qu'ils ont appris et ils savent ce qu'il faut. Monsieur, la médecine, c'est d'abord la médecine préventive et la médecine curative. La médecine curative au Gabon, c'est un peu le tape à l'œil. On construit les bâtiments, on n'y met rien dedans ou on n'entretient pas. Mais il faut arriver à prévenir la maladie d'abord. Et il faut mettre l'accent sur la médecine préventive. Vous savez, monsieur, et je disais à quelqu'un, la médecine scolaire, l'infirmerie du lycée Léomba, c'est pour donner le Doliprane. Non. L'infirmerie du lycée Léomba, c'est pour voir si l'enfant entend bien, pour voir si l'enfant voit bien, pour voir si l'enfant n'a pas un problème du cœur. C'est la médecine scolaire. C'est pour détecter les malfaçons, détecter les problèmes qui peuvent empêcher à l'enfant de suivre correctement son éducation, sa formation. La médecine sportive, c'est la même chose. C'est de la prévention. C'est pour éviter que les gens ne tombent sur les stades de football ou de volley ou de basket. Ça n'existe pas chez nous. La médecine du travail, c'est la même chose. La médecine préventive. J'ai créé une structure de lutte, comment on appelle ça, d'hygiène publique et d'assainissement. La lutte contre le paludisme, elle peut passer d'abord par la prévention. Vous voyez? Donc, il faut la prévention. Et je pense qu'il faut donner suffisamment de moyens pour régler cette question de médecine préventive. Au Gabon, c'est 2%. J'ai fait appel à Rotimbo. Je préfère le citer pour qu'il sache qu'il n'a pas été sérieux. Ce n'est pas un bon Gabonais. J'ai demandé à monsieur... Ce n'est pas la tribune. Non, c'est une tribune. Docteur. Monsieur, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Allez-y. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Je suis venu ici pour dire ce que je ferai demain lorsque je serai président de la République, monsieur. J'ai demandé à un cadre, un haut cadre, un très haut cadre du ministère de la Santé, de me permettre d'exploiter les éléments objectifs et pertinents pour faire mon projet de société en rapport avec la santé. Il m'a baladé. Ils sont incapables de donner des bonnes informations. Et il faut qu'ils soient malheureux aujourd'hui parce que tout le pays sait qu'il n'a pas été capable d'être un Gabonais différent. Notre problème, ce n'est pas d'être contre la transition. Parce que lui, il sert la transition aujourd'hui. Moi, je n'ai rien à foutre avec la transition. Mais mon problème, c'est d'être capable de proposer aux Gabonaises et aux Gabonais des choses concrètes en matière de santé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous propose si je n'ai pas accès aux informations nécessaires aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que je vous propose? Aujourd'hui, si je ne sais pas combien de cancers, il y a un registre du cancer, si je ne sais pas combien de cancers nous avons, aujourd'hui, si je ne sais pas combien de Gabonais meurent pour une cardiopathie, vous voulez que je vous propose quelle solution? Donc, il faut commencer par là, monsieur. Il faut commencer par là. L'information médicale, monsieur. Il faut que les Gabonaises et les Gabonais, surtout ceux qui ont accès aux dossiers, qu'ils soient démocrates, qu'ils acceptent de donner les dossiers aux autres, pour que les autres exploitent les dossiers dans l'intérêt du pays. Ce n'est pas dans l'intérêt d'un gouvernement. On a compris. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, vous l'avez dit, on comprend que lorsque vous serez élu, vous aurez toute la latitude d'avoir toutes les informations nécessaires. Non, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Ça, c'est pour envisager des politiques de santé. Mais ce qui est fait actuellement, et vous avez raison, ce qui est fait actuellement, pourquoi on évacue? Moi, c'est évacuation zéro. Évacuation zéro. Moi, j'ai mon enfant, il est mort, paix à son âme. On est allé en France, il avait une insuffisance cardiaque. Les médecins de l'hôpital de Libreville ont posé le diagnostic et ils ont donné le traitement. Nous sommes allés en France, ça a coûté peut-être 30 millions de francs CFA à la CNAMGS. Monsieur, en France, on nous a dit que le traitement était bon. Donc, ce que nous sommes allés faire là-bas, c'est un peu les exploitations, les explorations fonctionnelles. Nous sommes allés chercher la pression intracrânienne, cardiaque, par exemple. Vous voyez, qu'on ne fait pas ici. Donc, il faut qu'on arrive à donner aux médecins, aux bons médecins que nous avons, le plateau technique nécessaire, au lieu de faire dans la démagogie, monsieur, au lieu de créer des structures qui n'ont rien, monsieur. Et on parle des CHU, on parle... Bon, je ne voudrais pas revenir sur ce que mes prédécesseurs ont dit, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut être utile, monsieur. Nous n'avons pas assez d'argent. Il faut savoir investir l'argent dans les secteurs prioritaires. Et la médecine, la santé, c'est un secteur prioritaire. Monsieur, la CNAMGS, parce que la CNAMGS s'est complètement détournée de ses missions. Complètement détournée de ses missions, monsieur. Parce que la CNAMGS, c'est une caisse
nationale d'assurance, caisse nationale d'assurance maladie. Monsieur. Et de garantie sociale. Donc, non, moi je préfère. Pour ce qui me concerne, c'est une caisse nationale d'assurance maladie, tout simplement. monsieur. Ce n'est pas une caisse nationale pour poser des diagnostics ou pour décider des lieux des évacuations des malades, monsieur. Ils payent la facture. Nous avons 12 milliards de francs CFA, monsieur, pour chaque année. Vous savez combien servent pour soigner les malades? C'est moins de 5 milliards de francs CFA. Le reste va dans tout ce qui est assistance et tout ça. Il faut qu'on arrête ça, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire alors? Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce cas? On l'a compris, donc vous, Président, vous allez réorienter. Vous comprenez tout. Vous allez réorienter tout cela, toute cette politique. Non, mais il faut terminer. Oui. Il faut faire de la santé un secteur prioritaire. Pourquoi? Parce que si nous avons des Gabonais en mauvaise santé, vous ne serez même pas là pour animer cette émission. Donc il faut que nous soyons en bonne santé. Et donc l'État, et il y a un gros problème, on a la médecine militaire, on a la médecine civile. Mais monsieur, la médecine militaire, le ministère de la Défense, ce n'est pas son rôle, la médecine militaire. Et moi, j'étais inspecteur général de la santé. Je me suis permis d'aller inspecter à l'hôpital militaire du Pécano. La Défense a un pan social, hein, docteur, pardon? Quand même. La Défense a un pan social. Donc, nous ne parlons pas de la même chose. Vous avez dit que ce n'est pas son rôle. Oui, nous ne parlons pas de la même chose. Lorsqu'on interdit à un inspecteur général de la santé du Gabon d'aller inspecter un hôpital militaire, on a oublié que le patron de la santé au Gabon, c'est le ministre de la Santé. Donc même si le ministère de la Défense a un pan social, ce qui est tout à fait normal, mais si vous voulez avoir une santé performante, il faut que l'information en matière de santé soit la même pour tous les Gabonais. Les militaires sont des Gabonais, déjà qu'ils font la politique. Les militaires sont des Gabonais, comme les civils sont des Gabonais. D'accord. Alors, nous allons vous remettre entre les mains de Wivi Novandon, puisque la société, c'est son domaine. Elle a des questions à vous poser, toujours sur le plan social. Oui, madame. Nous sommes en plein dans la société, avec la santé. Avec vous, je voudrais aborder un autre point qui est tout aussi important, c'est celui de l'éducation. Alors, dans votre projet de société, vous constatez en matière d'éducation un déficit infrastructurel, l'absence chronique d'équipements et de matériel pédagogique, la faible performance dans l'encadrement des élèves, mais aussi l'insuffisance des allocations budgétaires. Et comme solution, vous proposez de construire 2000 salles de classe par an sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, point. J'ai envie de dire, est-ce la seule solution pour résoudre les problèmes d'éducation au Gabon? Non, ce n'est pas la seule solution. Mais vous savez que mon projet de société ne peut pas tout ressasser. Sinon, ce serait 200, 300 pages. Nous donnons des grandes lignes. Et bien sûr, lorsque nous prenons la question de l'éducation, nous essayons d'évoquer... Non, madame, je pour l'enseignement supérieur, j'ai au moins 3 points qui essaient quand même de montrer la vision vers où on ira. Mais dans l'éducation nationale, nous n'avons que la construction des 2000 salles de classe. Madame, c'est plus grave que ça, l'éducation nationale. Et je vous ai d'ailleurs dit, en démarrant mon propos, que je ne suis pas un renard. Je ne veux pas être un renard. Vous qui allez me lire samedi, je ne souhaite pas que vous soyez le corbeau. La question des salles de classe, de la situation des salles de classe pléthoriques, est voulue par nous les politiques. Parce que nous nous sommes permis, et d'ailleurs, peut-être d'autres construiront Libreville 2, mais nous nous sommes permis de vider l'intérieur du pays, bien sûr, pour faire en sorte que tout le monde vienne dans les capitales. Et ça fait quoi? Ça fait une surpopulation scolaire dans les grandes villes, pendant que l'intérieur du pays se vide. La solution que nous proposons, bien sûr, ce n'est même pas de construire les salles de classe à Libreville, c'est de les construire au mieux vers l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que l'intérieur, il faut tout faire pour ramener les populations de la capitale pour l'intérieur du pays. S'il y a du grand banditisme, s'il y a les braquages, c'est parce qu'ici, les gens se cherchent, alors qu'à l'intérieur du pays, c'est vide. Je vais vous prendre l'exemple de Dibandi. Il y a 3 salles de classe pour 6
6 niveaux. Si on doit construire 3 autres salles de classe, construisons-les à Dibani. Comme ça, ça ferait une classe par niveau. Donc, il faut construire les salles de classe parce que nous avons le nombre très élevé des élèves dans les établissements publics. Mais madame, moi je suis allé plus loin, je ne l'ai pas écrit. L'école gabonaise est pratiquement à 5 niveaux. Vous avez l'école conventionnée laïque, vous avez l'école conventionnée privée, vous avez l'école publique. Donc, on forme les enfants pour quel pays? C'est pour le Gabon. Donc, il faut essayer d'harmoniser tout ça, madame. Et regardez-vous à votre époque, ou moi à mon époque, nous n'avions pas les cours de soutien. Aujourd'hui, nous avons des cours de soutien. Aujourd'hui, nous avons... Mais qu'est-ce qui a changé? Parce que les enseignants eux-mêmes, mais ils cherchent à arrondir les fins du mois. Un cours de soutien, ça donne 20 000 francs par enfant. Si vous avez 20 enfants, ça vous fait 400 000. En plus de votre salaire. Donc, il y a toute une organisation mafieuse qui fait que les gens se débrouillent. En fait, c'est la débrouillardise. Donc, il faut essayer d'organiser tout ça là pour faire en sorte que les salles de classe qui manquent, qu'elles ne manquent pas à Libreville, que nous les... Et puis, il faut faire en sorte que les enseignants qui vont à l'intérieur aient des meilleures conditions de vie. Regardez, j'étais à Tchibanga hier. Il n'y a pas de banque. Pas de banque à Tchibanga. Donc les gens de Tchibanga, même l'instituteur, il vient prendre l'argent à Mouila et il repart à Tchibanga. On a l'impression même que lorsqu'on est affecté à l'intérieur du pays, on est sanctionné, on part en prison. Donc il faut une justice, il faut une équité. Et il faut donner la même chance à tous les enfants. Il faut privilégier l'école publique parce que l'école privée, tout le monde ne peut pas la payer. Elle coûte cher. Nous n'avons pas forcément des bons salaires. Donc, madame, la question de l'éducation, c'est une question très importante. Si nous voulons avoir un pays performant, un pays conquérant, nous devons avoir des enfants bien formés. Et aujourd'hui, regardez ce que nous avons eu avec la Young Team. La Young Team, coordonnateur général des affaires présidentielles. Mais c'est un cuisinier, madame. On ne peut pas être performant quand on est cuisinier. Le cuisinier, c'est à la cuisine, madame. Le cuisinier, ce n'est pas le coordonnateur des affaires présidentielles, madame. Le directeur du cabinet des présidents de la République, ce n'est pas un gestionnaire immobilier, madame. Mais c'est ça qu'on nous a offert. Madame, le directeur du cabinet des présidents, ce n'est pas un BTS en comptabilité. Voilà comment le pays, 14 ans, bien sûr, s'est empêtré dans une sorte de désolation indescriptible. Et soyons sérieux. Privilégions l'éducation de nos enfants, la formation de nos enfants. Et faisons des modèles, cherchons des modèles. Je ne suis peut-être pas un modèle. Alors, docteur, un autre pan de la société qui est tout aussi important, c'est celui de la vie chère. La vie chère, c'est bien évidemment le panier de la ménagère. La vie chère, c'est le logement. La vie chère, c'est le transport. Docteur, à chaque fois que le consommateur en parle, on nous a souvent sorti la mercuriale. La mercuriale étant les prix fixés, les prix maxima, la concurrence se jouant donc en deçà. Mais une fois les contrôleurs de la DGCC, une fois après leur passage, eh bien, les prix reviennent à la normale simplement parce que les commerçants disent ne pas entrer dans leurs bénéfices. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous allez nous proposer pour lutter contre la vie chère? Madame, vous, à la place du commerçant, vous ferez quoi? Vous, madame, à la place du commerçant, qui attend le départ du fonctionnaire du commerce, vous ferez quoi? Vous en pensez quoi, docteur? Vous ferez quoi? Moi, oui. Je ferai ce que le commerçant fait. Pourquoi? Alors, quelle solution? Qu'est-ce que vous proposez alors? Voilà, moi je vais vous donner la solution. J'étais inspecteur général de la santé. Je ne comprends pas des gens qui ne sont pas qualifiés, les gens qui n'ont pas une expertise. Ils vont contrôler des questions de santé. La mairie de Libreville. Voilà, l'hôtel de ville de Libreville. Envoie des gens... Je m'arrête? Non, allez-y. L'hôtel de ville de Libreville, madame. Ce sont nos codes. Envoie des gens sur le terrain pour contrôler, madame. Vous savez, en Massango, on dit, hein, madame. Madame, en Massango, on dit, garde. À ça que on dit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas écouter deux personnes en même temps. Vous m'avez posé la question, je vais vous répondre. Vous regardez votre coordonnateur. Je m'arrête ou je continue? Non, ça ne vous concerne pas. Nous avons nos codes justement pour mener l'émission. Vous parlez
Il n'y a pas de souci, les Gabonais vous suivent. Ce n'était pas pour vous distraire. Bon, alors, madame, je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on arrête ces contrôles intempestifs. Le ministère de la Santé, par le service d'hygiène publique et d'assainissement, contrôle. La mairie de Libreville, par le service d'hygiène, contrôle. La Gaza, par le système de contrôle, contrôle. La DGCC, contrôle. 4. Mais madame, lui, il taxe, ils sont même malhonnêtes. Ils ne sont pas sérieux. À la limite, il cherche les pénalités. Donc lui, il vient pénaliser. L'autre vient pénaliser. Mais qui va perdre? C'est le commerçant? Non. J'avais proposé à l'époque de faire une sorte d'équipe multisectorielle. Et cette équipe descendrait en même temps sur le terrain. La DGCC verrait ce qui est en rapport avec la DGCC. L'inspection d'hygiène chercherait ce qui est en rapport. Et s'il y a des taxes, s'il y a des amendes, qu'on les ferait là et on mettrait l'argent au trésor public. Ce n'est pas ce qui se fait. Moi, j'ai vu des gens taxer, facturer des choses, en fait, qui n'existent pas. Mais ça, c'est dans tous les secteurs. Lorsque le gars de Gabosep fait l'objet tous les 6 mois, c'est-à-dire que le véreux infirmier qui se fait passer pour un médecin, il vient vous faire des vaccins tous les 6 mois. Vous payez. Mais lui, il doit répercuter ça sur le prix du cercueil, sur le prix du traitement du corps. Moi, j'ai attrapé l'infirmier qui faisait, je ne veux pas vous donner son nom, il travaille à Gabosep, le carnet de vaccination. Il faisait des vaccins tous les 6 mois. J'ai dit, monsieur, je me fous en tôle. Il a développé la tension. Donc, madame, il faut le train de vie de l'État, nous n'allons pas nous disperser. Plutôt, la cherté de la vie commence d'abord par réduire le nombre de contrôles. Le panier de la ménagère, le coût de la vie qui est élevé, doit donc passer par une rigueur. L'État doit empêcher aux mafieux de continuer à harceler les commerçants, madame. La première chose. Et puis, il faut qu'on arrive. Et je crois que c'est le Premier ministre Ndansima qui l'avait dit. C'est cher parce qu'il n'y a pas plusieurs fournisseurs. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si vous avez plus de fournisseurs avec des prix concurrentiels, bien sûr que les choses vont s'améliorer d'elles-mêmes. Donc, il y a toute une politique qui doit être mise en place par le gouvernement. Le gouvernement ne fait pas d'efforts. C'est d'ailleurs dans son intérêt que la vie soit chère. Parce que nous sommes en même temps membres du gouvernement et détenteurs de fonds de commerce. Nous sommes vraiment juges et partis. Il faut que les politiques arrêtent d'être des affairistes. Là, les gars sont tous des hommes d'affaires. Dernière question, Willy. Alors justement, vous faites bien de dire que les services coûtent cher parce à cause de la rareté. Le Gabon dépense près de 4 milliards de francs CFA. Je ne vous entends plus, madame. Le Gabon dépense près de 4 milliards de francs CFA en importation. 80% de 400 milliards. 400 milliards. Ça a augmenté, c'était 200 milliards. C'est maintenant 400 milliards. 400 milliards, oui. Et dans ce montant, 80% est destiné aux denrées alimentaires. C'est dire que nous ne produisons rien. Ça, c'est connu de tous. Alors, pourquoi ne pas développer l'agriculture, la riziculture? Pourquoi ne pas produire? Pourquoi ne pas faire dans la production pour que les prix baissent? Les prix n'augmentent. Est-ce que vous êtes des Gabonais, vous, là? Quelle question, docteur? Vous n'êtes pas Gabonais? Allez-y, votre proposition, votre réponse. Stéphane, tu n'es pas Gabonais? Je suis Gabonais. Parce que justement le Gabonais n'a pas une tradition d'agriculteur. Et ça ne peut pas marcher. Et puis l'agriculture, ce n'est pas un métier, j'allais dire, de loisir, de plaisir. C'est-à-dire, on n'a rien à faire, on part faire de l'agriculture. Ce sont des gens formés, c'est des ingénieurs agronomes. C'est des techniciens d'agriculture. Donc c'est un métier. Il faut organiser le métier d'agriculteur pour avoir de bons agriculteurs. Et puis, il faut s'appuyer sur les pays qui ont une tradition d'agriculture. Moi, je voulais monter... Je vous dis, j'ai mis à Oyan, c'est combien? 110 km de Libreville. Non, 140 km de Libreville. J'ai fait une petite bananeraie. Donc, je peux vous parler de l'agriculture. J'ai fait un peu de riz à Mimongo. Je peux vous parler de l'agriculture. J'ai même planté le cacao à Mimongo. Je peux vous parler. C'est pas simple
Ce n'est pas simple. Vous n'allez pas prendre des gens aujourd'hui, vous leur donnez 200 milliards de francs CFA et ils deviennent des agriculteurs. Donc le Gabon a des terres fertiles, c'est certain, c'est certain. Mais il faut une tradition, il faut une tradition. Et moi, personnellement, j'avais réfléchi à l'époque. Ce n'était pas parce que je voulais transformer le village de mes grands-parents d'Ibandi en une sorte de grenier. Et moi, je voulais m'appuyer sur les expatriés, sur les Camerounais, sur les Burkinabés, parce qu'ils ont le métier. Il faut faire une sorte... Non, madame, il faut faire une sorte de transfert de compétences. C'est-à-dire que vous amenez les gens et ils commencent, et puis vous mettez avec des compatriotes, et plus le temps passe, plus les compatriotes s'habituent, et puis ils repartent chez eux et vous faites les combats. C'est ce que nous avons fait à l'hôpital. D'accord. À l'hôpital, je vais terminer. Oui, nous sommes quasiment... Mais c'est de votre faute, il ne faut pas me donner la parole, monsieur. Voilà, oui, mais non, je vais terminer. Vous êtes là pour... Je vais terminer. Vous avez vu les hôpitaux autrichiens. Vous avez vu les hôpitaux autrichiens? Les hôpitaux qui sont dans les provinces, là. Donc, les Autrichiens sont venus au Gabon et ils ont amené leur savoir-faire. Ils ont conçu les hôpitaux et ils étaient sûrs que s'ils partaient après les hôpitaux tomberaient. Donc, ils ont mis une direction bicéphale. C'est-à-dire, par exemple, un directeur général autrichien, un directeur général gabonais, un directeur financier autrichien, et ça durait 4 ans. Après 4 ans, les Autrichiens partaient et ils laissaient les Gabonais. Donc il faut arriver aussi à faire un transfert de compétences. Il ne faut pas faire la gabonisation pour la gabonisation. La preuve, c'est que tout ce qu'on a essayé en mettant des Gabonais, bah écoutez, Air Gabon est parti, hein. Air Gabon, notre perroquet national est parti parce qu'on était fantaisistes. Nous sommes, docteur, monsieur le candidat, arrivés quasiment au terme. Alors, dans votre CV, on l'a vu, hein, vous avez été un grand sportif à l'échelle nationale, internationale même, on peut dire, gardien de but. Certainement, vous avez pris quelques buts, mais vous en avez également arrêté beaucoup. Un petit mot quand même pour le sport, votre vision. Si vous êtes élu, en 1 minute, s'il vous plaît. Et puis nous allons conclure. Mais écoutez, le sport fait partie de mon quotidien. Non, il faut réorganiser le sport. Et il faut essayer de créer la passion dans le sport. Parce que le sport vit de passion. Il faut surtout faire en sorte que la pratique du sport soit vulgarisée. Et il faut permettre aux sociétés qui ont pignon sur rue de financer le sport. Ça ne doit pas être une seule activité du gouvernement. Donc il faut pratiquer le sport depuis le berceau. C'est très important. Traditionnaliste, grand initié, la culture ne sera pas en reste. C'est obligatoire. Vous devez aller chaque vacances au village, vous devez faire initier les enfants doivent parler la langue, vous devez apprendre aux enfants, bien sûr, les codes du village. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous n'avons presque plus de repères. Non, il faut privilégier, il faut renforcer nos éléments culturels. C'est notre vie. Voilà, alors ces enfants vous regardent, leurs parents aussi, les Gabonais tout entiers vous regardent. Vous leur dites quoi au terme de cet échange, cette présentation par rapport à votre projet pour les 7 prochaines années en termes de conclusion? Écoutez, les Gabonais sont matures. Les Gabonais savent exactement ce qu'ils veulent. Les Gabonais sauront trouver dans... Parlez-leur directement. Parler aux Gabonais directement. Mais écoutez, chers compatriotes, Gabonaises et Gabonais, je suis le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi. Je suis candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Vous m'avez vu sillonner le Gabon. Je suis allé du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je pense que je fais partie des rares candidats à cette élection qui ont sillonné toute la République et tout le pays. Vous avez mon projet de société et vous savez ce que vous voulez. Pour demain, pour le Gabon, pour cette post-transition, je vous ai proposé de soigner le Gabon parce que le diagnostic qui a été fait est un diagnostic accablant. Nous avons les moyens, nous avons les outils pour bien sûr remettre notre pays sur les rails et faire de ce pays un pays envié, Vous savez que le Gabon a toujours été présenté comme un Eldorado. Nous avons peut-être pris des chemins
points différents, à cause de nos égos peut-être, à cause bien sûr de nos choix. Recentrons les choses et faites-moi confiance. Je pense que j'ai la solution et cette solution, je vous l'ai proposée dans mon projet de société. Cette solution, j'attends d'ailleurs que vous veniez l'enrichir après le 12 avril parce que nous parlerons non pas du docteur, mais nous parlerons du Gabon. Et le Gabon, c'est inclusif. Le Gabon, c'est nous tous. Le Gabon, c'est bien sûr la prospérité. C'est bien sûr tout ce qu'il y a de positif. Je vous remercie. Si j'ai été, peut-être, si j'ai heurté la susceptibilité de certains compatriotes, que ces compatriotes m'en excusent, ce n'était pas du tout volontaire. J'étais très heureux de vous parler aujourd'hui. Je vous assure, je ne voulais même pas m'asseoir sur ce fauteuil parce que j'estimais que je parlais à la République et je devais me mettre tout petit et debout. Je voulais être en tenue traditionnelle, mais j'ai compris que la HAC a exigé que nous soyons en tenue de ville. Donc voilà, merci. Merci d'avoir pris du temps pour m'écouter. Merci. Merci à vous, monsieur le candidat, et très bonne chance au soir du 12 avril 2025. Merci à la HAC, la Haute Autorité de la Communication, via la Commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics. Merci à toute l'équipe technique qui nous aura accompagnés depuis le 3 avril. Merci à tous les techniciens, tous les journalistes qui se sont succédés, Armstrong Agaya, Pakita Love Bibalou, Patricia Lydie Mouelé, Marielle Biogou. Merci à Vibrien Aseko Lomo, bien sûr Wivine Auvendance, Stéphane Nguema. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était le dernier numéro de Un candidat, un projet. On se retrouve bien sûr sur Gabon Première et les chaînes partenaires le samedi, toute la journée pour le vote et puis pour la grande nuit électorale. Bonne suite des programmes sur notre chaîne et à très prochainement.